Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit sur Meta.tv. Donc comme d'hab, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux métanautes. Vous voyez, on commence à l'heure pile poil pour une émission encore pour parler d'économie de monnaie avec Gérard Fouché. Bonsoir Gérard. Bonsoir Tepa, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là avec nous. Eh ben écoute, bienvenue sur Meta. Alors, bon, c'est pas la première fois, donc voilà. C'est la deuxième fois. On avait déjà fait on va dire les présentations la dernière fois. On va pas revenir, mais toi, t'es quand même. Alors, tu n'aimais pas le terme de spécialiste la dernière fois, je sais. Ah bon? Ouais. Je me souviens. Moi aussi, je t'avais dit spécialiste de la monnaie. T'avais dit non, je suis pas spécialiste et tout. J'aime pas trop le terme. C'était il y a 2 ans. Hein. Maintenant, je suis devenu un spécialiste. Je suis le spécialiste mondial de la monnaie maintenant. Tu me demandes, je te réponds. N'importe quelle question sur la monnaie. Non, là maintenant, si tu veux, c'est un sujet tellement complexe, qui a tellement de conséquences sur la société, sur nos vies personnelles, sur la planète, sur nos rapports, sur nos comportements personnels. On a fait des tas d'études maintenant qui prouvent que nos comportements s'adaptent au système monétaire, s'adaptent au système de comptabilité qu'on utilise pour mesurer nos échanges et pour les enregistrer. Donc ça a tellement de conséquences et c'est tellement complexe. Et le système actuel, il est tellement verrouillé dans tous les sens, du point de vue comptable, du point de vue politique, du point de vue législatif, qu'on n'a jamais fini de l'étudier. Donc je fais que ça pratiquement, je pense beaucoup à ça. Et très souvent, je découvre encore des mécanismes qui n'étaient pas apparents et qui sont là quand même pour solidifier tout cet ensemble qui fait que le système fonctionne et qu'on s'en aperçoit pas, et que si on veut l'étudier, c'est très compliqué, si on veut le réformer, c'est très compliqué. Et donc c'est vraiment un élément essentiel du système d'exploitation, au sens propre, pas au sens informatique. Nous sommes dans un système d'exploitation, c'est-à-dire un système d'asservissement et d'exploitation et de prédation. Qui est le plus grand bénéficiaire de ce système ? Alors maintenant, c'est difficile à dire parce qu'il y a quelques surdoués, quelques génies qui, dans les temps anciens, petit à petit, petit pas par petit pas, ont réussi à établir tout ce système-là dont je viens de parler, toutes ces règles dans tous les sens. Mais maintenant, les gens qui en profitent, je dirais à la limite, presque ils en sont victimes autant que le reste de l'humanité. C'est-à-dire que c'est un gros problème quand tu es situé tout au sommet de la pyramide et que tous les ans, tu vois tes revenus augmenter de 25%, par exemple, c'est ce qui se passe actuellement, que tu vois que les inégalités ne font qu'augmenter, que toi, tes revenus augmentent et que les revenus des petites gens qui t'entourent au quotidien diminuent, que les inégalités qui étaient au sein d'une entreprise, par exemple, de 1 à 30, il y a 30 ans, sont de 1 à 300 maintenant ou plus. Quand tu t'aperçois de ça, même si tu es vraiment au sommet de la pyramide et que tu es un ultra riche et que tu profites du système, tu as un problème. Tu as un problème parce que tu survis grâce à un système qui est fondamentalement instable et qui ne peut se réinitialiser que par des manipulations comptables, monétaires ou politiques, ou par des guerres. Et donc, si tu es dans ceux qui profitent de ce système et que tu commences à le comprendre un petit peu, tu te dis, on a quand même un problème vis-à-vis de nous, vis-à-vis des gens qu'on contrôle, vis-à-vis des gens qu'on exploite, vis-à-vis de la planète sur laquelle nous habitons. Bon, c'est vrai que nous, les ultra-riches, on essaye de viser l'immortalité, on essaye de faire des plans pour éventuellement aller sur Mars ou se faire des ghettos bien protégés dans des pays bien particuliers. On le fait déjà, on a acheté des îles, on s'est protégé, on a des armées pour nous défendre, etc. Mais bon, c'est pas tenable non plus. C'est pas tenable non plus à long terme. Donc il y a des plans qui existent pour faire en sorte que les gens qui souffrent le plus disparaissent petit à petit de la région, mais c'est pas des choses qui vont vers une stabilité, vers une harmonie ou vers une sérénité pour personne. Parce que le système aujourd'hui, on sait que la création monétaire, alors c'est quelque chose qu'il faut encore répéter parce que
Visiblement, moi j'ai des discussions des fois avec... Non, mais je dis ça parce que j'ai des discussions avec des gens et qui... Ah ouais, t'as vu quelque chose? Oui, non, il y a quelqu'un qui met à une lettre près Gérard Fauché, Ah oui, spécialiste de la monnaie, ça aurait été fun. Oui, je... oui, je te remercie, oui, c'est bien. Oui. En fait, c'est vrai, voilà. J'aurais pu m'appeler Fauché. Frédéric Marié, le spécialiste du mariage, enfin le plus anti-mariage que je connaisse. Ah ouais? C'est drôle, il s'appelle Marié. Enfin, c'est pas vrai. Mariaise. Non, mais c'est vrai. Tu vois, voilà. C'est la langue des oiseaux. Bah oui, bah c'est ça. Et justement, bon, pour revenir à ces fondamentaux de la monnaie, parce que j'ai des discussions, des fois, des échanges avec des gens qui me disent « Oui, mais ça, c'est une espèce de fiction qu'on a lancée de faire croire qu'on crée la monnaie ex nihilo. Et pourtant, la monnaie, pour revenir au principe, alors tu me dis si je m'égare, c'est bien un banquier que je veux avoir, voilà, monsieur, je veux acheter une maison. Il me dit « Mais pas de souci, je vous passe 1 million d'euros, mais en fait... » Il les a pas. Bien sûr. C'est fondamental, ça. Oui, parce qu'il les a pas, le million d'euros. Bah oui. Il les crée. C'est-à-dire qu'il les crée comme ça. Oui. Ce qui apparaît, voilà. Et il ouais. me les donne et il dit, maintenant j'ai 1 million d'euros sur la promesse que vous allez me payer. C'est exactement ça. Alors bon, c'est pas... Les gens qui critiquent l'expression ex nihilo, déjà ils critiquent une expression qui est utilisée par la plupart des économistes qui parlent de la création monétaire ex nihilo. C'est-à-dire ex nihilo, nihilisme, le nihil, annihiler, le néant, voilà, à partir de rien. Mais en fait, critiquer cette expression, on a raison de le faire, parce que c'est pas vraiment à partir de rien. C'est à partir de la signature d'un client qui s'est présenté au guichet de la banque et qui a dit « Est-ce que vous pouvez me faire un crédit de 100 000 euros ?» Et donc, pour avoir ce crédit, le banquier lui fait signer une reconnaissance de dette, une offre de prêt, que le client signe, où il s'engage à travailler 20 ans, 10 ans ou 12 ans pour rembourser le crédit qu'il vient de recevoir, plus 10 ans ou 12 ans à 4 ou 5% d'intérêt pour rembourser les intérêts qu'il n'a pas reçus, que personne d'autre n'a reçus. Donc il va falloir qu'il les trouve quelque part, ou que quelqu'un d'autre prenne un crédit pour créer les intérêts pour que lui, il puisse payer les siens. C'est une boule de neige. Hein. Donc bon, c'est vrai que c'est pas vraiment ex nihilo. Il faut un engagement d'un agent non bancaire, c'est-à-dire d'un client d'une banque, de recevoir ce crédit-là et de le rembourser. Parce que sinon, le banquier, il ne peut pas, crac, comme ça, créer de la monnaie. Alors, il peut créer de la monnaie, mais il faut qu'il ait un actif à mettre en face. Parce que pour les gens qui connaissent un petit peu la comptabilité, c'est très simple, il y a une colonne actif, une colonne passif. L'actif, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire, si tu as une maison qui vaut 100 000 euros, tu as un actif qui vaut 100 000 euros, c'est une maison. Et le passif, c'est ce qu'on doit. C'est-à-dire, si tu as une dette de 50 000 euros sur ta maison, eh bien, tu n'as pas 100 000 euros, tu n'as que 50 000. Tu as la différence entre les deux. Bon. Donc, une comptabilité d'entreprise, ça marche comme ça. C'est pareil. Une entreprise qui a, je sais pas, des entrepôts, du stock, c'est de l'actif. Et si elle a des clients, si elle a des fournisseurs qu'elle n'a pas encore payés, par exemple, c'est une dette. Elle doit encore de l'argent à des fournisseurs. Elle a acheté une machine, mais elle ne l'a pas encore payée, par exemple. Et donc, le banquier, en fait, quand un client lui signe un titre de dette, il achète le titre de dette au client. C'est-à-dire, il achète au client son travail futur. Il achète au client le fait que le client se soit engagé à travailler pour payer quelque chose, pour fournir quelque chose. Il va falloir qu'il travaille vraiment, lui, pour avoir de la monnaie. Dans l'économie réelle. Dans l'économie réelle, bon. Et donc, le banquier achète le titre de dette au client si le gars emprunte, si le gars se fait créer un crédit à 100 000 euros, par exemple. Le banquier, ce papier-là, il le met à son actif. Parce que ça veut dire, j'ai à moi, qui m'appartient, le travail de quelqu'un pour 10 ans, qui me doit 100 000 euros. Ça a déjà une valeur, ça, alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien qui existe. Et pour payer ça, c'est ça la magie du métier de banquier, pour payer ça, il ouvre un compte à son client, un compte fournisseur, puisqu'il vient de lui acheter un truc, comme ça aurait pu être une machine, le mécanisme est exactement le même. Il vient de lui acheter un truc qui vaut 100 000, que le gars vient de créer, et au passif, dans la comptabilité de la banque elle-même, il ouvre un compte fournisseur à son client. Il l'ouvre à combien? À 0, évidemment. Et il lui dit, voilà, tout à l'heure, je ne vous devais rien. Maintenant, vous venez de me donner un truc qui vaut 100 000. Ben, je vais vous le payer. Mais je ne vais pas vous le payer tout de suite. Je vais d'abord vous le mettre sous forme d'un avoir dans ma comptabilité. Je vais écrire dans ma comptabilité, je dois à ce monsieur, un tel, 100 000 euros qu'il vient de me donner. Et donc, ce compte-là qui est dans la comptabilité de la banque, qui est une dette de la banque, qui dit au client « je vous dois 100 000 euros que vous venez de me créer avec votre titre de dette », ça, c'est pas un paiement, c'est une dette. Et cette dette-là, il dit au client « bon, bah maintenant, démerdez-vous,
ça n'a aucune valeur, mais vous allez pouvoir payer des trucs, des vrais trucs, avec cet avoir-là que je viens de vous faire. Et le client, il se barre, il est content. C'est de la nouvelle monnaie. Mais c'est pas de la vraie monnaie. C'est pas un paiement, c'est juste une dette de la banque, de cette banque-là, dans la comptabilité de cette banque-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser les banques faire faillite. Parce que si une banque fait faillite, dans le passif, il y a tous les comptes de tous les clients. C'est des avoirs dans cette banque-là. Ça n'a pas plus de valeur qu'un avoir parce que tu as rendu une tronçonneuse dans une quincaillerie. Le gars, il te dit, je vous fais un avoir de 150 €, tu as un bout de papier avec 150 €. Voilà. Si tu reviens avec la quincaillerie, il y a du blanc d'Espagne sur la vitrine, tu vois ce que tu peux faire avec ton avoir. Ouais. Et par contre, si tu as de la chance, tu peux dire à un mec qui est aussi pigeon que toi, regarde, là j'ai un avoir de 150 balles à la quincaillerie, est-ce que tu veux bien me vendre ton vélo ? Et puis tu prends le vélo et tu lui repasses ton truc qui n'a aucune valeur, qui ne vaut rien. Enfin, qui est un avoir dans une entreprise commerciale qui peut tomber n'importe quand. Et en plus de ça, les banques, elles se refilent, on va dire justement, les fameux avoirs entre elles. Parce que moi, quand j'ai mes crédits, je sais quoi, parce qu'on parle de dettes pourries. Donc ça, c'est quoi ? C'est justement... les dettes pourries, c'est les dettes de chaque banque. De chaque banque, ouais. C'est les dettes de chaque banque. Mais elles se les revendent entre elles. Non, ce qu'elles peuvent faire, c'est elles peuvent les mettre ensemble pour en faire un titre. Voilà. Où il y a un mélange. Voilà, ça, c'est les subprimes. C'est comme ça que la bulle immobilière a explosé en 2008. Parce qu'en fait, dans les vrais titres de dette qui étaient un mélange de bons débiteurs, de moyens débiteurs et de mauvais débiteurs. Les mauvais, quand ils ont pété, du coup les titres ne valaient plus rien. Et donc du coup les banques se sont cassées la figure parce qu'elles avaient acheté des trucs qui ont chuté de valeur complètement. Mais ça c'est la crise des subprimes, c'est un autre problème. En fait le gros problème c'est que le fait de payer quelqu'un à qui tu viens d'acheter quelque chose en inscrivant juste dans ta comptabilité « je vous dois tant, je vous payerai plus tard », tu dois le payer normalement. Si tu es une entreprise et que tu achètes une machine qui vaut 100 000, mettons, moi je suis une entreprise, toi tu es un fabricant de machines, je t'achète une machine qui vaut 100 000, tu me la donnes, tu me la livres, elle est à moi, elle est à l'actif. Mais je ne te la paye pas. Je te dis, je vous fais une reconnaissance de dette dans mes comptes du prix de la machine, de 100 000 €. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu ne peux rien acheter avec ma dette. Non. Il faut que je te paye avec de la vraie monnaie que j'ai vraiment gagnée, que j'ai mise dans ma caisse, et je prends la monnaie dans ma caisse et je te paye. Et à ce moment-là, ma dette envers toi, fournisseur, elle retombe à zéro parce que je t'ai vraiment payé. Et ça, si je suis une entreprise normale, je dois le faire à la fin de chaque exercice comptable. Je ne peux pas garder une dette comme ça indéfiniment parce que je ne te payerai jamais. Ouais. Et la beauté du métier de la banque, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que quand tu as une entreprise qui s'appelle une banque et que tu achètes un titre de dette à un client, ou que tu achètes un immeuble, ou que tu achètes le travail de tes employés, tu payes tout le monde avec des dettes fournisseurs. Donc en fait, tu ne payes jamais personne. C'est ta dette qui circule. C'est ta dette qui circule. Parce que les gens acceptent que ta dette circule. Mais c'est ta dette de ton entreprise. Ce n'est pas une dette qui est valable pour tout le monde. Alors c'est pour ça que les États sont obligés de renflouer les banques, parce que d'une part, les banques, elles ont pris le monopole des moyens de paiement, c'est-à-dire les chèques, les virements, les prélèvements, les distributeurs de billets, etc. Donc on ne peut pas se passer de cette fameuse monnaie dette qui est émise de manière centralisée par le secteur bancaire. On ne peut pas s'en passer, puisque c'est avec ça maintenant qu'on fait qu'on comptabilise et qu'on enregistre toutes nos transactions. On en a besoin. Mais on ne pourrait pas les nationaliser, les banques, par exemple ? C'est possible, ça ? Si, bien sûr, mais... Parce que ça on va dire ça finirait avec ce problème. Mais le problème, c'est... Oui, évidemment. Mais le problème, c'est pas que les banques soient nationalisées ou pas. Le problème, c'est que les banques émettent de la monnaie par de la dette, par du crédit à des fournisseurs. Et donc forcément que ça pose plein de problèmes, évidemment. Le premier problème, d'accord, c'est que si le secteur bancaire fait faillite, il n'y a plus de monnaie dans l'économie. Le deuxième problème, c'est que il n'y a pas que le principal à rembourser, il y a les intérêts aussi. Or, les intérêts, ils ne sont pas créés par le crédit où les intérêts sont demandés. C'est de l'argent en plus qui doit être trouvé pour payer. Qui doit être trouvé. Et donc, le gars qui a des intérêts à payer parce qu'il vient de prendre un crédit, il n'a pas 36 solutions pour payer ses intérêts. Soit il faut qu'il travaille pour des gens qui ont déjà de la monnaie existante, c'est-à-dire de la monnaie qui vient d'un crédit précédent, mais à ce moment-là, il fait baisser la masse monétaire, et donc il fait baisser l'économie.
si on laisse comme ça. Oui, puisqu'il rembourse ses dettes. Voilà. Par contre, l'idéal, c'est que pour que le premier emprunteur puisse payer ses intérêts, il faut qu'il y ait un deuxième emprunteur qui vienne faire un emprunt et qui réinjecte dans l'économie de quoi suffisamment d'argent pour que le premier emprunteur puisse prélever et payer ses intérêts. Ouais, c'est ça. Mais le deuxième emprunteur, pour faire son emprunt, il s'est engagé à rembourser son principal plus ses intérêts. Donc lui aussi, il faut qu'il trouve un autre emprunteur pour créer les intérêts qu'il n'a pas créés lui-même. Donc c'est une boule de neige, c'est une pyramide. C'est pour ça que souvent, certains analystes décrivent le système monétaire comme une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux qui arrivent. Et c'est pour ça que les politiciens sont condamnés à demander de la croissance. Parce que s'il n'y a pas de croissance, il ne peut pas y avoir des nouveaux emprunteurs qui arrivent, donc on n'a pas la monnaie suffisante pour payer les intérêts, donc le système s'écroule. Parce que par définition, en fait, dans ce système de création de monnaie par la dette, il y a, on va dire par exemple, on va dire comme un panier, il ne pourra pas y avoir plus en fait. Et si on doit rembourser en fait le crédit, il faut que ça monte tout le temps. Il faut que ça augmente tout le temps. Ou alors il faut que je fasse monter mon panier, ce que font les États-Unis. Voilà. Il faut tout le temps qu'il y ait de la monnaie qui arrive. Tout le temps qu'il y ait de la monnaie qui arrive. Sinon, il n'y a plus assez d'argent pour rembourser. Donc il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux clients qui se présentent à la banque pour chercher des nouveaux crédits. Et s'il n'y a pas des nouveaux clients, c'est la banque centrale. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc tant qu'il y a de la croissance à peu près à la même vitesse que le besoin des intérêts, c'est-à-dire 2, 3, 4% par an, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que le secteur bancaire absorbe le surplus de production qui a lieu, le surplus de monnaie qui a lieu, il est absorbé, donc on a une croissance zéro alors qu'on pourrait avoir 3%. Mais quand on est en croissance réelle zéro, à ce moment-là, on est à moins 3% de décroissance. Et donc là, ça se voit, c'est la crise. C'est un peu comme une baignoire. Imagine, la masse monétaire, c'est une baignoire. Elle se remplit avec des crédits nouveaux qui arrivent, avec un robinet, et elle se vide avec les anciens crédits qui sont remboursés. Donc pour qu'il y ait tout le temps à peu près la même masse monétaire, c'est-à-dire pour qu'on puisse se faire les ventes et les achats qu'on a besoin de se faire et qu'on veut se faire, sans que ça augmente, sans croissance, mais sans que ça se casse la figure non plus, il faut toujours qu'il y ait à peu près la même quantité de monnaie dans l'économie réelle. Et pour qu'il y ait la même quantité de monnaie dans l'économie réelle, il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux crédits qui remplacent les anciens crédits qui sont remboursés. Pour qu'il y ait tout le temps la même quantité de monnaie. Et s'il n'y a pas de nouveaux crédits, les anciens crédits sont remboursés, la baignoire se vide. C'est la crise. Et c'est la crise parce qu'il y a plus de monnaie. Voilà, c'est tout. Ouais. Et donc, quand on est dans une société où les gens ne peuvent plus prendre des crédits. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une baisse d'activité. Donc les particuliers, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ? On achète une maison ou on prend un crédit ou pas ? C'est pas le moment. On ne sait même pas si on va avoir un job l'année prochaine. En plus, les maisons, on ne sait pas si elles augmentent ou si elles baissent en ce moment. On hésite, quoi. À part les gens qui gagnent très bien leur vie, qui en profitent pour spéculer, acheter plein d'appartements. Mais sinon, la plupart des gens n'ont pas du tout envie de se réendetter à nouveau, de prendre des nouveaux crédits. Les entreprises, elles ne prennent pas de crédit, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'espoir de croissance pour l'instant, donc ce n'est pas le moment d'embaucher, ce n'est pas le moment d'investir dans des nouvelles machines. Déjà, avec le parc de machines qu'ils ont, ils sont à 50 ou 60% de capacité de production, donc il n'y a aucune raison d'investir. Les États, ils peuvent pas prendre des crédits non plus, ils sont déjà endettés jusqu'à la gueule, ils ont dépassé les critères de Maastricht, ils font déjà payer les intérêts à tous leurs contribuables, à toute leur population qui n'en peuvent plus de payer des impôts, donc les États, ils n'ont pas du tout envie de créer de la monnaie non plus. Par le crédit. Résultat, plus personne crée de la monnaie. Et alors, sauf les banques centrales, c'est pour sauver les autres banques. Hein. Oui, c'est tout. Comme a fait la BCE, fait la Fed. Parce que les banques continuent quand même à faire du crédit, parce qu'il y a quand même le peu de gens qui veulent s'endetter et les anciens crédits qui devraient être remboursés. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer leurs intérêts et leurs principales, parce qu'ils ont perdu leur boulot, parce que c'est la crise et parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Donc du coup, ils font défaut sur leurs prêts. Seulement les prêts, comme on a vu tout à l'heure, ils sont à l'actif des banques. Et donc, s'il y a 50% de gens qui ne peuvent plus payer, l'actif de la banque, il tombe de 50%. Elle est en faillite. Parce que si tu revends tes actifs et que tu ne peux pas payer ton passif, le passif, c'est toute la monnaie qu'ils ont donnée aux gens. Donc, si tu revends tes actifs et qu'ils ont perdu 50%, tu es en faillite de 50%. Tu fermes direct la boutique. Donc ça, on ne peut pas le permettre. On ne peut pas permettre que les banques ferment la boutique. Donc du coup, la Banque centrale dit aux banques, écoutez, vous avez 50% de crédits pourris, nous on vous les rachète, on les met au bilan de la Banque centrale, et on vous redonne de la monnaie fraîche en échange.
On vous paye par création monétaire, avec Mais de ça la peut monnaie nouvelle. fonctionner que, quand on va dire, avec des sommes raisonnables. Parce que là, la dernière fois, on avait reçu Pierre Jovanovic, d'ailleurs, il a eu des problèmes suite à l'émission. On avait abordé ce problème de la Deutsche Bank, qui aujourd'hui défraie la chronique. C'est-à-dire que la dette de la Deutsche Bank est tellement conséquente qu'on ne sait pas mais qui pourra la payer, c'est impossible, même l'État, même l'Allemagne ne pourra pas payer la dette, ou alors elle va sacrifier son économie pour rembourser. Il y a un truc quand même qu'il faut comprendre avec la dette, c'est que quasiment toute la monnaie, on ne devrait pas dire de la monnaie, on devrait dire des avoirs bancaires, disons des dettes bancaires. Des dettes bancaires. Bon. Donc tout ça qui circule et avec ces chiffres-là qui sont sur nos comptes, qui ont fini par se retrouver sur les comptes, parce qu'après on travaille tous les uns pour les autres. Au départ, il y a un emprunteur, enfin un client qui se fait créer un crédit, donc il reçoit de la nouvelle monnaie de la banque, puis après il dépense sa monnaie. Donc tôt ou tard, ça va un petit peu sur les comptes de tout le monde. Donc tout ça, tous ces chiffres-là, tous ces soldes positifs-là qui ont fini par arriver sur nos comptes, pour ceux qui ont la chance de travailler de temps en temps, pour ceux qui ont émis de l'argent, cet argent-là, il finit par se retrouver sur tous les comptes, et au bout d'un moment, il circule dans l'économie. On en a besoin pour tenir notre comptabilité. Et tout cet argent-là, c'est le passif des banques. Et il a été émis, en grande partie, par un engagement de la banque de payer un jour ces avoirs-là avec de la vraie monnaie, avec des pièces et des billets ou avec de la monnaie centrale. Mais les banques n'ont pas les moyens de faire ça. Pour faire ça, il faudrait qu'elles revendent tous les titres de dette qu'elles ont eus et qu'elles se fassent recréer de la monnaie. Sauf que la monnaie centrale, elle ne va jamais dans l'économie réelle. Dans l'économie réelle, il n'y a que de la monnaie dette des banques. Donc si on dit les banques sont endettées, elles sont endettées envers le secteur non bancaire, et toute la monnaie qui circule dans les banques, c'est ça la dette. Quand on dit la dette de l'État ou la dette des banques, c'est tout le passif des banques, mais le passif des banques, c'est les comptes des gens. Donc en fait, la monnaie, c'est de la dette. Oui, la monnaie, c'est de la dette. Ouais. Donc on ne peut pas rembourser la dette. D'ailleurs, en fait, Pour rembourser la dette, il faudrait vider tous les comptes. D'ailleurs, quand j'ai un billet dans les mains, c'est une créance. C'est une créance envers l'État ou envers la Banque centrale. Voilà. Et quand tu as 150 € sur ton compte en solde positif, c'est une créance envers ta banque. Non, une créance envers ma banque. Voilà. Ta banque te doit 150 € qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas, ouais. Mais non, qu'elle a jamais eu, qu'elle n'aura jamais. Parce que la banque... Et donc, en fait, ces 150 € que tu as sur ton compte, c'est ça la dette. Donc, si tu veux rembourser la dette, il faut que tu vides ton compte. Si on veut tous, globalement, en tant que société marchande, rembourser la dette, entre guillemets, il faut qu'on vide tous nos comptes et qu'on redonne tout ce positif-là à la banque. À la banque. Mais c'est évidemment ce système. La dette, c'est pas fait pour être remboursée. C'est un système fou, parce que voilà, c'est un Mais système... non, c'est un système d'exploitation. D'exploitation ad vitam aeternam. Exactement. Mais un jour, on sait que tous ces systèmes, ils finissent par s'écrouler, ou alors ça finit dans des grandes guerres. Là, ça fait quand même un paquet de siècles que ça dure. Ouais. Hein. Ça marche vachement bien. Personne et s'en pourtant, aperçoit. à chaque fois, il y a une guerre au bout quand même. Enfin, on a toujours connu un emballement de la machine comme ça financière, et au bout, à chaque fois, on a connu de grands conflits. Hein, je veux dire, en France, on a eu, l'autre fois on l'avait évoqué, donc John Law au début du XVIIIe siècle, puis ensuite la Révolution française de ramener les assignats, puis Napoléon va financer ses guerres, etc. Machin. Mais on est toujours dans une période, à chaque fois, où ça se termine très mal. Ça se termine très mal. Ce qui est pas simple, et puis ce qui est douloureux quand même à comprendre, quand on le comprend, c'est que c'est vraiment un système d'exploitation d'une certaine catégorie de l'humanité qui a, il faut le reconnaître, trouvé un truc génial pour pomper de la richesse à ceux qui ne comprennent pas. C'est ça. Ouais. Le premier qui a eu l'idée de ça, c'est quelqu'un qui a eu l'idée d'un système qui était meilleur que de massacrer les gens et de les voler directement. Les premiers États et les premières monnaies, elles sont apparues en moins 700 avant Jésus-Christ. Curieusement, simultanément en Inde, dans le bassin de l'Indus, en Chine et en Asie mineure, en Mésopotamie et en Lydie. Et donc dans ces trois régions-là, les premiers États sont apparus et les premières monnaies sont apparues. Parce que les premiers États, c'est juste un groupe de mâles dominants et de guerriers qui se sont aperçus que c'était beaucoup plus rentable, plutôt que de produire soi-même des récoltes, d'aller les voler à ceux qui les avaient déjà produites.
Bon. Donc évidemment, pour un être humain, c'est un calcul qui est bénéfique pour lui-même. Bon. Donc la première idée, c'est d'aller prendre les économies sous forme de récolte, par exemple. C'est ce que Francis Cousin appelle la révolution néolithique. Dès qu'il y a des stocks, ça crée le vol. Tant qu'il y a des chasseurs-cueilleurs qui n'ont pas de stock, qui n'ont rien, qui doivent aller tous les jours chercher à manger, il n'y a rien à voler. Bon. À partir du moment où il y a un petit stock de grains, d'épeautres ou de blé, ça crée le vol, forcément, puisque celui qui n'a pas envie de bosser, il peut aller voler à celui qui a bossé. Bon. Sûr, ouais. Et donc, à partir de là, la solution pour les guerriers, c'est d'aller conquérir des territoires et de voler une partie de la récolte aux paysans qui sont là dans leur coin, qui n'ont rien demandé. Donc on leur vole la partie de leur récolte qui leur aurait permis, par exemple, de se reposer un petit peu l'hiver. Bon. Mais en faisant ça, ça alimente un centre de pouvoir où il y a des princes, des rois, une cour, des guerriers, qui eux ne produisent rien, par définition, puisqu'ils sont occupés à contrôler des zones autour d'eux. Bon. Donc forcément qu'une population comme ça, de gens qui font rien, ça va attirer d'autres gens pour leur faire leur boulot, pour leur construire leur palais, etc. Et donc ces gens-là ne font pas de production réelle non plus. Ils produisent des choses pour les maîtres, mais ils produisent rien, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas le temps. Ouais. Donc du coup, ça condamne le centre de pouvoir à aller chercher des ressources de plus en plus loin. Parce que les paysans à qui on va voler la récolte, ils n'ont plus rien pour survivre, et ces récoltes-là, elles sont absorbées par le centre de pouvoir, qui ne produit rien. Qui ne produit rien. Voilà. Donc du coup, on va piller les paysans de la périphérie, mais comme le centre de pouvoir grossit parce qu'il attire des gens qui ne font rien non plus, de la cour, des parasites, etc., il faut aller piller d'autres paysans un petit peu plus loin pour nourrir encore plus le centre, qui continue à grossir. Ça devient un système instable. Ça devient un système qui ne peut fonctionner qu'en grossissant. Et donc en allant piller toujours plus. En allant piller toujours plus de monde, toujours plus loin. Et alors il y a un moment qui est stratégique, c'est le moment où les soldats d'occupation, les armées d'occupation, qui vont donc exercer la prédation sur les paysans, se trouvent trop loin du centre pour recevoir des ressources, pour se nourrir. Ouais. Parce que bon, ils piquent des ressources, ils les renvoient au centre et le centre leur renvoie à bouffer. C'est ridicule. Vaut mieux qu'ils se nourrissent sur les paysans et qu'ils envoient le reste après. Donc le roi leur dit, bon bah vous allez vous servir directement sur les récoltes, s'ils refusent, vous les massacrez. Et vous prenez la récolte et vous nous envoyez le reste. Mais ça marche pas très bien, parce que si on massacre le paysan, il n'y a plus personne pour produire. Bon. Donc l'invention de la monnaie, c'est une invention parfaite, géniale. C'est dire, si t'es le roi, le prince, tu dis à tes soldats, j'ai inventé un truc, vous allez voir, c'est génial. Et tu saisis les mines d'or, tu mets des esclaves à travailler dedans, tu choisis les mines d'or parce que ça brille et que c'est lourd. Et tu fabriques des rondelles en métal. Tu frappes ta tronche dessus, tu mets un chiffre, n'importe quel chiffre, et tu files ça à tes soldats. Et tu dis à tes soldats, vous allez expliquer aux paysans qu'à partir de maintenant, on les menace plus, on les massacre plus, on les vole plus, on les paye. On leur achète leur récolte. Et donc je vais te donner des rondelles, des belles rondelles bien brillantes, bien lourdes, et tu vas dire aux paysans, voilà c'est nouveau, regarde j'ai ce truc-là, je t'achète ta récolte. Je te donne ça en échange de ta récolte. Je suppose, tout ce que je dis là, c'est Marcel Mauss, Pierre Clastre, David Graeber en particulier, d'Aide 5000 ans d'histoire, qui sont des anthropologues, qui ont fait des recherches, écrit des pavés de 500 pages pour expliquer ça, avec toutes les sources, toutes les recherches dans les tribus, dans l'histoire, etc. Donc là, je dirais, je scénarise un petit peu l'histoire, mais on sait maintenant que la monnaie a été inventée comme outil de remplacement de la violence physique totale pour exercer une prédation. Donc bref, le premier soldat qui s'est présenté devant le premier paysan en lui disant « cette année je t'achète ta récolte avec des rondelles en ferraille », le premier paysan, il a dû dire « attends, tu me prends pour... si tu veux me couper la tête et prendre ma récolte, vas-y, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec tes rondelles là ? À la limite, je fais un médaillon pour ma femme, mais c'est tout. » Et là, le soldat... La réponse du soldat, c'est une réponse extraordinaire, c'est de dire oui, mais tu vas être un petit peu obligé d'accepter, parce que je vais revenir l'année prochaine, et je vais te redemander des rondelles. Et tu vas être obligé de me les donner. Ah bon, pourquoi ? Dit le paysan. Parce que si tu n'as pas des rondelles à me redonner l'année prochaine, là je te coupe la tête et je te vole ta récolte.
C'est nouveau, ça s'appelle l'impôt. C'est ça. C'est ça. Et donc là, le paysan a dit, bon, bah allez, file-moi tes rondelles et puis prends mon blé, quoi. Et il est rentré chez lui et il a dit à sa femme, chérie, je nous ai sauvé la vie cette année. Et sa femme lui a dit, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Et du coup, non mais Alors, ce qui est fabuleux, c'est que comme il se retrouve avec des rondelles sans valeur, ça pourrait être un bout de papier, c'est pareil. Il se retrouve avec des rondelles en ferraille et il en a besoin pour l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'en avoir auprès de ses voisins. Et tous ses voisins, qui auparavant étaient tous autonomes, et bon, il y avait toujours un peu trop de trucs, tu vois, dans ces régions, dans toutes les régions agricoles où les gens sont autonomes. Tout le monde a de temps en temps un peu trop de tomates, le lendemain un peu trop d'œufs, donc on s'amène des trucs, tu vois, c'est du don mutuel, c'est pas du tout de l'échange ni du troc. Les anthropologues cherchent des tribus qui font du troc depuis 200 ans, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et donc, à partir du moment où tu as besoin de ce qu'on appelle maintenant de la monnaie, et que tu en as besoin pour en rendre au centre de pouvoir chaque année, tu vas essayer d'en obtenir auprès de tes voisins. Et tout le monde est dans la même situation. Tout le monde a besoin de cette monnaie-là. Et forcément, instantanément, ça crée le marché. Et ça crée la division du travail. Parce que comme je me suis fait voler la récolte sur laquelle j'allais pouvoir vivre normalement tout le reste de l'année, je suis obligé de produire quelque chose. Comme je ne peux pas produire une deuxième ou une troisième récolte par an, je vais me spécialiser dans ce que je sais le mieux faire. Alors moi, là, le paysan, là, il dit, ah bah moi je sais bien faire des faucilles, par exemple, pour ramasser le blé. Bah, je vais faire 10, 15 faucilles, puis je vais essayer de les échanger avec mes voisins contre des rondelles, puisque j'ai besoin de rondelles pour l'année prochaine. Et puis tout le monde fait le même raisonnement. Et donc chacun se spécialise dans ce qui va lui rapporter le plus de profit. Et donc, c'est là que la division du travail apparaît, et c'est là que le marché apparaît. Mais en soi, la division du travail, on va dire, elle apporte une spécialisation qui est pas mauvaise quand même. C'est vrai. Alors, c'est là où c'est extrêmement ambigu, c'est que le fait que le pouvoir, le centre de pouvoir, le despote local, exerce une prédation sur la population, ça oblige tout le monde à travailler plus, pour gagner plus. On y est déjà tout de suite. Donc, d'un autre côté, ça oblige tout le monde à être super créatif, à inventer des nouveaux moyens d'aller plus vite pour produire, à inventer des nouveaux moyens de gagner du temps et d'économiser des efforts, pour produire mieux, pour produire plus, pour gagner plus, pour nourrir plus le centre de pouvoir, puisque de toute façon, on n'a plus le temps matériel de garder notre autonomie en faisant plein de trucs pour soi-même. Donc ça crée le progrès, ça crée la technologie. Donc c'est pour ça qu'on peut dire également que la prédation par la violence, par le monopole de la violence, puis la prédation par l'impôt et par la monnaie, ont créé le monde de haute technologie que nous voyons aujourd'hui. Si on n'avait pas eu cette contrainte violente, cette menace violente de mort, hein, puisque bon, derrière l'impôt, il y a toujours une menace. On sait très bien ce qui nous arriverait si on refusait de payer nos impôts. On n'ose même pas le faire. C'est ce que Bourdieu appelait la violence symbolique. Elle est tellement forte qu'elle n'a même plus besoin de se dire ni de s'exercer. On n'en parle même plus. Donc on en est là maintenant. Et puis on rationalise en disant, bah oui, mais l'impôt, il sert quand même à faire des hôpitaux et des routes, alors qu'il y a bien longtemps qu'il ne sert plus à ça. Et donc le fait que nous soyons obligés par la force, par la violence, par le monopole de la violence, par la violence symbolique et par la nécessité de satisfaire à la prédation, c'est-à-dire de toujours trouver de la monnaie supplémentaire, on est obligé de faire des profits, on est obligé de se spécialiser, on est obligé de faire des progrès. Et donc on peut dire que s'il n'y avait pas eu cette contrainte-là, on serait encore dans les champs ou dans la jungle. C'est quasiment sûr. On le voit bien. En Afrique ou en Amazonie, dans les pays où il n'y a pas eu du tout d'intervention de l'Occident, et donc de la prédation, et donc du parasitisme qui fait qu'une certaine catégorie de population vient voler les ressources des autres, dans les tribus ou dans les populations encore libres qui n'ont jamais connu ça, ça n'a pas bougé depuis des milliers d'années. C'est parfaitement stable. Il y a toujours un vague chef de village qui est là, qui rappelle la tradition, qui fait au maximum pour que ça ne change pas. Les rapports entre les humains sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'État, il n'y a aucune évolution. Ça ne bouge absolument pas. Moi, j'étais en Afrique, en Casamance, dans les années 80.
C'était vraiment, c'était presque préhistorique, quoi. Il y avait pas de, il y avait bon évidemment des petites démonstrations de force entre tribus, quoi. On faisait une fête tous les ans et puis chacun venait avec ses plus belles lances, mais il n'y avait jamais de conflit. Il n'y avait jamais de conflit et jamais d'évolution. L'évolution était étouffée. Oui, surtout que de toute façon, les principes de monnaie, ils ont été introduits avec la colonisation en Afrique. Ah ben ça, c'est bien après. Bien après. Ouais. Oui, mais bon, c'est un outil de colonisation génial. C'était un outil de génial. colonisation parce que c'était un peu le même principe en disant, comment dire, aux Africains, vous allez prendre la monnaie, mais attention, puisque vous devez payer des impôts, donc, et le seul moyen de trouver de la monnaie, c'était de travailler pour les entreprises des colons. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Oui. Encore une fois, David Graeber en parle très bien parce qu'il a fait il a écrit une partie de ses thèses à Madagascar, justement, où il a résidé pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années même, où il a constaté ça, de visu. L'arrivée des Occidentaux, des Français en l'occurrence, qui ont imposé aux tribus locales de payer l'impôt de force. Et donc, ça, instantanément, ça fait de l'exode rural. Les gars sont obligés d'aller à la ville parce qu'il n'y a pas de monnaie à la campagne. Donc ils vont à la ville, ils perdent leur terrain, qui leur sont subtilisés par les multinationales qui vont faire des grands champs pour faire des productions rentables, au lieu de faire de la petite agriculture de subsistance. Et donc, ils partent à la ville et ils se retrouvent à l'usine. Et ça tue complètement les systèmes antérieurs, les systèmes de dons mutuels et des systèmes qui étaient très stables, qui duraient depuis des millénaires. Les systèmes d'échange. Et on passe, à partir du moment où on passe dans le système monétaire et où il y a une prédation du centre de pouvoir, encore une fois, je le répète, ça devient un système instable, qui ne peut fonctionner qu'en grossissant tout le temps. C'est pour ça Et alors, les conséquences sont dramatiques parce que ça nous oblige à avoir de la croissance tout le temps. Bon, là, en plus, maintenant, il faut payer un intérêt sur la monnaie qui est créée par les banques. Donc, c'est encore plus exponentiel. La prédation s'exerce toujours, c'est-à-dire ça crée toujours des inégalités fondamentales entre ceux qui créent de la monnaie sans rien faire et ceux qui sont obligés de travailler pour en avoir. Il y a un petit mime en ce moment sur Internet qui circule, un petit texte, tu sais, un petit panneau là, qui dit il y a deux catégories d'humains. Ceux qui créent la monnaie et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est ça, hein, il y a, comme disent les vrais marxistes fondamentaux, il n'y a plus que deux classes. Il n'y a plus que deux classes sociales, les capitalistes et les prolétaires. On est tous des prolétaires par rapport à quelqu'un qui ne travaille jamais et qui crée de la monnaie tant qu'il veut, forcément. Mais ils sont une extrême minorité. C'est quoi, les propriétaires des banques, on peut dire Toutes les banques créent de la monnaie. C'est-à-dire toutes les structures bancaires créent de la monnaie en mettant ce qu'elles absorbent à l'actif et en mettant une dette au passif. Et produisent jamais rien. On peut se creuser la tête. Que produit une banque ? On peut chercher. Hein. Rien. Non, ils produisent rien. Et puis en plus, là... Alors ce qui est marrant, c'est que, faut pas non plus jeter la pierre aux employés de banque. Hein. Parce que, ça pose un gros problème au niveau de la démocratie, évidemment. Parce qu'il y a un gros problème, c'est que faire un crédit à quelqu'un et choisir à qui tu vas faire un crédit ou pas, ça veut dire que là où tu vas faire un crédit à quelqu'un, le gars, il va faire son projet. Ce qu'il veut faire va exister. Et là où tu ne donnes pas de crédit, le gars, son projet, il ne va pas pouvoir le faire. Il ne va pas exister. Donc en réalité, il y a quelque chose de vraiment fondamental dans l'attribution du crédit, c'est-à-dire dans la création des moyens de créer quelque chose, qui est de l'ordre de la création, je dirais presque divine. Parce que si c'est toi qui décides ce qui va exister ou pas, finalement, tu décides de ce qui va exister dans le futur de tout le monde. Et donc ça, qui le fait ? C'est chaque banquier, chaque employé, tous les matins. Il a deux piles de dossiers. Il a un dossier avec des investisseurs, des spéculateurs et des gens qui vont faire des profits tout de suite, des multinationales qui vont installer des antennes partout et récolter plein d'abonnements qui vont payer rubis sur l'ongle, d'un côté. Et puis de l'autre côté, il a tous les petits dossiers, tous les jeunes qui ont des idées fabuleuses et qui ne trouvent pas de financement. Ils sont là, les dossiers, ils sont chez le banquier aussi. Le petit jeune qui veut 10 000 € pour louer un garage pendant 2 ans, pour inventer un truc qui va peut-être changer le monde dans 10 ans, il est là, son dossier. Et le banquier, il fait son boulot honnêtement. Il fait son boulot sincèrement. Il protège son job, il protège son employeur, il protège sa famille, il protège son emploi.
il prête là où c'est rentable, là où il y a des garanties. Spéculation, immobilier. Et il ne prêtera jamais à toute l'innovation, à toute cette créativité qui ne peut pas s'exprimer. Et donc, résultat, avec un système comme ça, on se retrouve avec le monde qu'on a sous les yeux. Avec des bulles immobilières, avec de l'énergie nucléaire, avec des automobiles qui polluent, avec un pillage de la planète permanent, parce qu'il faut tout le temps être rentable, il faut tout le temps faire du profit. Ce qui ne fait pas de profit, on ne le finance pas. Il n'y a aucune raison de financer quelque chose qui ne fait pas de profit. Parce que demain, on arrêterait ce système, on va dire justement du profit, de l'intérêt. Est-ce que pour autant, justement, on ne va pas perdre justement le dynamisme, la compétitivité Il faut le garder. Il faut garder le système de la création ex nihilo pour créer le futur, bien sûr. Mais on a essayé avec les États. À une époque, c'était les États qui avaient la création monétaire. C'était le roi qui décidait de frapper des pièces et de payer quelqu'un pour lui faire un palais. Ouais. C'était le roi qui décidait ça. Ensuite, après, le secteur bancaire a eu l'idée géniale de dire au roi, c'est compliqué, vous savez, de faire des pièces d'or, etc. Ça vous prend du temps, il n'y a jamais assez d'or, etc. Nous, on va vous imprimer des bons, des petits billets, parce que nous, on a déjà de l'or. Et on va vous imprimer des billets, vous allez pouvoir dépenser des billets comme ça. Et donc le secteur bancaire s'est mis à financer les États, à financer les souverains. C'était une idée géniale. Le premier qui a eu cette idée-là, il avait trouvé la poule aux œufs d'or, parce qu'il il imprime des bouts de papier, il a un peu d'or quand même pour avoir l'air d'avoir une garantie, qui n'est pas du tout suffisante pour les bouts de papier qu'il donne au roi. Et c'est le roi qui est endetté auprès du secteur bancaire, parce qu'évidemment, dès le départ, le secteur bancaire fait croire aux souverains qu'il a de la monnaie en suffisance et qu'il y a une garantie, alors qu'en fait, il l'imprime au fur et à mesure des besoins. Ouais, c'est ça. Et il faut lui rendre des intérêts, il faut lui payer des intérêts. Mais le roi, il s'en fout, vu que c'est sa population qui paye les intérêts, donc c'est pas lui, quoi. Donc ça marchait pas très bien parce que ça fait des bulles, ça donne trop de pouvoir à l'État. Donc le secteur bancaire a fait valoir des arguments en disant si on laisse le pouvoir du crédit et de la création monétaire aux États, c'est-à-dire aux politiciens, ils font n'importe quoi, ils financent des tas de trucs pour favoriser tel ou tel groupe qui va voter pour eux aux prochaines élections, ça fait de l'inflation, ils créent trop de monnaie, les prix montent, etc. Ça marche pas, il faut nous le confier. La création monétaire, il faut la confier à nous. Donc on va faire des banques centrales, un secteur commercial, et les banques centrales seront indépendantes des gouvernements. Totalement, c'est là où on en est en ce moment. Et donc là, on s'aperçoit qu'en réalité, ce n'est pas les banques centrales qui créent la monnaie, c'est les banques commerciales, au coup par coup, suivant les besoins en monnaie de l'économie réelle. Et les besoins en monnaie d'économie réelle, dans la mesure où ça satisfait aux exigences du secteur bancaire, c'est-à-dire profitabilité et sécurité. Donc tout ce qui est non profitable et non rentable immédiatement, et où il y a peut-être un petit risque supérieur à construire un immeuble, c'est pas financé. Donc du coup, faut pas s'étonner si y a beaucoup de jeunes qui restent dans leur canapé à boire des bières et à regarder la télé, parce que c'est complètement décourageant. Même si tu as une super idée, tu te dis à quoi bon je me fatigue. De toute façon, j'aurais pas un sou pour la réaliser. Comment on pourrait sortir de ça? Parce que ça voudrait dire quoi? Anéantir le principe même de la monnaie? C'est le principe même de la monnaie Non, pas forcément. Non, il y a plein de solutions. Il y a 36 000 solutions qu'on peut adopter, qu'on peut essayer. On peut faire du lobbying parce qu'il y a des solutions au niveau institutionnel. On peut adopter soi-même des solutions citoyennes en se regroupant, il y a plein de choses. On peut adopter aussi, il y a des comportements à adopter au niveau personnel. Quand on a compris que c'est un système qui a certaines conséquences, les inégalités, le pillage de la planète, les crises, et j'en passe, on se dit, je vais peut-être essayer de me sortir un peu de ce piège, quoi. Donc pourquoi j'ai besoin de monnaie ? Pour payer mon énergie, mon électricité, mon essence, pour payer mon loyer, pour payer l'éducation de mes enfants quand je paye des impôts, et pour payer les impôts, et puis pour me nourrir. Voilà, pour me nourrir, si je vais au supermarché, il me faut de la monnaie officielle. Donc la solution, c'est autonomie énergétique au maximum. Il y a plein de gens en ce moment qui mettent des panneaux solaires sur le toit de leur maison, et qui prennent peut-être des voitures électriques et qui vont alimenter avec les panneaux solaires qui sont sur leur maison, parce que si tu restes avec le réseau nucléaire, ça ne sert pas à grand-chose. Autonomie alimentaire, il y a des milliers de gens dans le monde entier en ce moment qui font des potagers, qui élèvent des poules, et qui dépensent moitié moins qu'avant pour leur alimentation. Ça fait moitié moins de besoins en monnaie. Donc moitié moins de besoin de bosser, d'aller se soumettre à un créateur de monnaie pour avoir juste de la monnaie. Et puis tout le reste. Pour l'habitation, il y a plein de gens, effectivement, ils sont un peu cachés, ils sont encore un peu marginaux.
Mais il y a plein de gens qui se construisent des maisons en paille, qui font de l'autoconstruction, qui se donnent des coups de main pour construire des habitats beaucoup plus légers, beaucoup moins chers, et qui essayent d'avoir le moins possible le recours au crédit. Parce qu'ils ont compris ce que ça représente. De toute façon, le salariat, il impose qu'on ait recours à ça, parce que de toute façon, c'est très dur aujourd'hui d'avoir justement cette monnaie si on n'est pas salarié. Oui, ça passe par l'indépendance. Ça passe beaucoup par l'autonomie, par l'indépendance, et donc ça passe par l'entraide. Ça passe par la coopération. Ça passe par, finalement, un retour aux valeurs qu'on a au fond du cœur. C'est-à-dire une reconnaissance des valeurs d'humanité, de citoyenneté, d'entraide mutuelle, de dons mutuels, de production personnelle. Alors là, je vais faire mon avocat du diable, mais c'est pas un retour en arrière parce que là, presque, tu me dis, c'est un monde de 1715. Alors toi, tu as des poules, pas du tout. Moi, j'ai du blé, alors tu me donnes des poules, je te donne du blé. Enfin, on peut le voir comme ça, mais en fait, pas du tout. En fait, justement, je crois que nous devons remercier toutes les classes dominantes qui nous ont obligés à aller bosser, qui nous ont obligés à créer, à être créatifs, à faire des nouveaux produits, à chercher des trucs qui vont plus vite, qui marchent mieux, etc. C'est pas dans ce sens-là peut-être qu'on doit continuer à aller maintenant. Peut-être que maintenant, il faut qu'on comprenne que on peut essayer de passer d'un système complètement instable qui ne fonctionne que quand il court en avant à un système plus stable. Donc essayer de trouver des choses qui durent beaucoup plus longtemps, des choses beaucoup plus renouvelables, des énergies où il n'y a pas besoin de piller la planète tout le temps. Et tout ça, on ne peut pas, on les a grâce à tous les travaux, à tous les efforts qu'on a déjà faits, qui existent déjà. On a inventé des panneaux solaires, on a inventé des éoliennes, on sait fabriquer des éoliennes avec quelques bouts de bois, il y a des plans partout. On peut avoir plus d'autonomie. On commence à apprendre que le système scolaire, par exemple, pour élever nos enfants, en fait, c'est un élevage de veaux en batterie, pour être poli. Et on sait qu'on peut faire des systèmes d'enseignement complètement différents, où les enfants de différents âges s'entraident les uns les autres, où l'enseignant est juste là pour favoriser les élans et les envies et les goûts et le plaisir d'apprendre des enfants. On sait tout ça, on sait que ça passe par la coopération, par l'horizontalité, et que ça sort de la hiérarchie, que ça sort du pouvoir, que ça sort de l'autorité non mal comprise. Et donc tout ça, toutes ces méthodes-là, à la fois, c'est un souvenir des populations primitives, mais en même temps avec tous les acquis, toute la civilisation, toute la littérature, toute la science qu'on a développée depuis plus de 3000 ans. Donc tous ces progrès-là, il ne faut surtout pas dire on va s'éclairer à la bougie. Pas du tout. Au contraire, il faut dire on a des LED, on va déjà diviser notre consommation électrique par 10. Déjà, ça sera pas mal. On a des panneaux solaires ou des énergies renouvelables, on va en chercher d'autres. On va continuer à faire des efforts de haute technologie pour trouver des choses vraiment renouvelables, qui sont beaucoup plus légères. Et donc tout ce progrès-là, il ne faut surtout pas l'abandonner, au contraire. C'est pas un retour en arrière, c'est un retour vers le futur, c'est un retour en avant. Au contraire, c'est un bond en avant. En même temps, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on se dégage du prix de la monnaie à rembourser et des intérêts à rendre, instantanément, on économise à peu près 50% de notre temps de travail. Ou, à temps de travail égal, on double notre richesse, notre productivité. Il y a une dame qui s'appelle Margaret Kennedy qui a calculé qu'en gros, le prix des intérêts, le coût des intérêts dans le prix de tout ce qu'on achète, il est contenu entre 20 et 70%. Parce que sur toute la chaîne de fabrication, il y a plein d'intermédiaires, et chaque intermédiaire paye des intérêts sur son propre crédit, sur ses propres besoins en fonds de roulement, si c'est une entreprise, sur sa propre marge bénéficiaire, il paye des impôts qui vont payer des intérêts. Donc tout ça cumulé, on arrive à des taux de prélèvement par le centre monétaire de l'ordre de 20 à 70%. Donc ça, on l'économise. Oui, puisque c'était le taux en France, je crois, c'était 1 euro sur 2 pour les... prélevé par l'État. Oui, voilà. Et qui revient dans les poches de l'État. Qui revient dans les poches de l'État et je crois que le plus gros budget de la France en ce moment, c'est le service de la dette, par exemple. C'est le service de la dette, voilà. C'est un des plus gros postes. Qui n'est quasiment pas redépensé dans l'économie, qui est accumulé, investi. Parce que le service de la dette, c'est les intérêts payés aux créanciers de la France. C'est un peu leur salaire, quelque part. C'est ça, c'est un bonus, on pourrait appeler ça comme ça. Ça, c'est un peu compliqué parce que
Et là, j'ai toujours un petit peu du mal à expliquer ça à nos amis de toutes ces associations qui combattent la dette, qui veulent démontrer l'illégitimité de la dette, etc. Bon, ils font un boulot fabuleux parce que bon, c'est vrai que en Grèce, par exemple, quand il y a eu les Jeux Olympiques, les politiciens se sont fait un plaisir de prendre des crédits pour faire construire des stades qui sont en ruine maintenant, qui ne servent plus. Bon, du coup, ils sont endettés, du coup, ils sont obligés de vendre leurs aéroports pour que les créanciers aient quelque chose à croûter alors qu'ils ne peuvent pas payer leurs intérêts. Donc c'est vrai qu'il y a une escroquerie à ce niveau-là. Mais il ne faut pas oublier l'origine initiale de la dette, qui est une création d'une dette bancaire pour faire un crédit à quelqu'un. Donc le crédit à quelqu'un, il a été réalisé au début sans qu'un actif soit transmis à cette personne-là. C'est juste une dette qui est émise, comme j'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance de dette de l'État grec, elle est mise à l'actif d'une banque, et au passif d'une banque, la banque émet de la nouvelle monnaie pour faire un crédit à l'État grec. Et donc, ce qui est très difficile, c'est que souvent les gens me disent, bon, bah, à ce moment-là, il n'y a qu'à refuser de payer la dette, c'est pas compliqué. Alors, on peut le faire si on est islandais, parce que la dette des Islandais, elle était détenue presque entièrement par des banques, elle était encore dans les mains des banques. Elle était dans les mains des banques hollandaises et anglaises. Voilà, elle n'était pas encore dans les mains d'épargnants, de vrais épargnants. Mais la dette grecque, par exemple, qui a été créée initialement par une dette bancaire, c'est-à-dire ex nihilo. C'est-à-dire il y avait la reconnaissance de dette, mais il n'y avait pas de monnaie qui existait avant. La monnaie, elle a été créée pour ça. Donc il y a déjà un enrichissement d'avoir quelqu'un qui te paye un intérêt alors que toi, tu lui as rien donné. C'est déjà pas mal. Bon. Si on calcule la marge entre quelque chose qui coûte 0 et que tu revends 3% par an, la marge entre 0 et 3% par an, c'est plus l'infini. Hein? Ah oui, forcément, s'il y a 0 d'un côté. Alors, ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as mis ce système-là en route, tu peux revendre la dette des Grecs à des vrais épargnants allemands qui ont vraiment épargné toute leur vie pour avoir un petit pécule et qui ont vraiment besoin de placer cet argent pour recevoir leur petit 2 ou 3% d'intérêt pour payer leur retraite. Et là, la banque peut garder une partie des intérêts. Mais si tu dis aux Grecs « refusez de payer votre dette », tu plantes pas les banques, tu plantes les épargnants allemands qui ont besoin des intérêts des Grecs pour payer leur retraite. Donc c'est extrêmement complexe, tu ne peux pas le faire. Oui, parce que d'un coup, on va se retrouver donc, dans une situation où il y aura des banques allemandes, des fonds de pension, tout ça, qui vont se retrouver en défaut parce que la grecque aura fait défaut sur... Exactement, exactement. Et donc là, la solution, et c'est ce que font les banques centrales actuellement, c'est de réinjecter de la monnaie pour remplacer ce manque à gagner des intérêts qui n'est plus payé, qui plante les banques et qui plante les épargnants. Et donc, comme il y a de la création monétaire, du coup, il n'y a pas besoin finalement que les endettés, qui ne sont pas vraiment des endettés puisqu'ils n'ont rien reçu, mais ils sont endettés quand même de leurs intérêts, il n'y a pas vraiment besoin que si les endettés ne peuvent pas payer leurs intérêts, il y a quand même de la monnaie qui arrive pour ne pas que l'économie s'écroule. Et en fait... On peut dire que le quantitative easing, c'est-à-dire la création monétaire de la Banque centrale pour renflouer les banques, c'est un peu de l'annulation de dettes déguisée. C'est un peu, j'ai l'impression, d'un cadavre à qui on fait des perfusions. Oui, exactement. Sauf que l'endetté final, il est toujours endetté. Et donc on peut toujours aller lui piquer ses trains, ses aéroports et ses îles grecques. Et donc en réalité, on comprend le mécanisme ultime de l'endettement sans avoir soi-même rien produit, c'est en fait une guerre d'occupation et de prédation. En fait, l'aboutissement ultime de la centralisation de la création monétaire, si tu as le monopole de la création monétaire et que tu peux ainsi endetter des particuliers, des entreprises et des États tout entiers, les États tout entiers se croient débiteurs envers toi, et quand ils n'ont pas les moyens de payer, eh ben, tu leur prends leur garantie. Et à ce moment-là, on vend les bijoux de famille comme en Grèce. Et à ce moment-là, on vend les bijoux de famille. Les ports, voilà. Donc en réalité, c'est vraiment un système d'exploitation. C'est en plus, on peut dire que c'est presque inexorable de toute façon.
ça fait, puisque là, on a parlé de la Grèce, mais on pourrait faire presque le parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008, puisque dans la crise des subprimes, finalement, les banques ont récupéré tout l'immobilier des Américains endettés aussi. Oui. Bon, il y a quelques différences dans la mesure où là, c'était pas une guerre entre deux pays. Ouais. C'était un petit peu... Bon, il y a eu des phénomènes de bulles économiques, d'effets procycliques, qui ont fait que quand on est dans une bulle qui monte comme ça, il y a des effets qui se mettent en place tout seuls. Par exemple, quand les prix de l'immobilier augmentent parce qu'il y a beaucoup d'accès au crédit, et donc il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix de l'immobilier augmente. Et le fait que le prix de l'immobilier augmente, ça incite les acheteurs à prendre des crédits. Parce qu'ils se disent ça monte, il vaut mieux s'endetter maintenant que l'année prochaine. Et ça incite les créateurs de crédit à créer plus de crédits. Parce que comme ils prennent la maison en garantie et que le prix de la maison augmente, leur garantie augmente aussi. Donc ça leur permet d'abaisser un peu leurs critères d'attribution. Un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Donc en fait, en gros, on a donné des maisons à des gens qui ne pouvaient pas payer. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. On savait qu'ils présentaient un risque, qu'ils n'avaient pas pouvoir. Mais on s'était dit... Les ninjas. D'accord, qu'ils avaient une garantie parce qu'ils prenaient la maison. En fait, on prenait la maison en garantie, quoi. Oui, bien sûr. À partir du moment où il y a des gens qui sont tous endettés, si les gens arrêtent de prendre des crédits, la bulle explose tout de suite. Donc l'idée, c'est de réunir des armées de vendeurs et d'aller dans les HLM et dans les campings. Et de dire aux gens, voilà, vous pouvez, le rêve américain, vous pouvez devenir propriétaire, nous on peut vous faire un crédit, vous l'aurez. Et puis, évidemment, les gars, c'est des ninjas. No income, no job, no asset. Ils ont pas de no income, pas de revenus, no job, pas de métier, pas de travail, no asset, pas d'actifs, pas de bagnole, une caravane qui vaut rien, tu vois. Et donc le vendeur, il s'en fout, lui, il a une com sur le crédit. Donc il dit aux gens, non mais c'est pas grave, vous allez voir, moi je vous décale vos premières mensualités de 2 ans, comme ça, bon, d'ici 2 ans, vous aurez bien trouvé du boulot, c'est pas grave. Et puis de toute façon, votre maison, elle aura pris 20% dans 2 ans, donc au pire, vous la revendez, vous soldez votre crédit, vous rachetez une caravane et tout va bien, vous aurez vécu le rêve américain pendant 2 ans. Donc les mecs, ils plongent. Ils disent ouais, donne-moi tes 100 000 €, là, je vais m'acheter une belle maison et tout. Tout le monde a acheté des maisons partout. Tout le monde a acheté, jusqu'au dernier ninja. Bon, évidemment, au bout d'1 an ou 2, les premiers ninjas qui n'ont toujours pas de boulot, qui ont toujours rien, ils vendent leur baraque. Et puis il y en a 1, il y en a 100, il y en a 1000, et en 6 mois, les prix tombent. Et en 6 mois, les prix tombent, parce qu'aux États-Unis, alors tu parles de confirmer, ils se sont retrouvés avec un problème, c'est que non seulement il y avait ces fameux ninjas qui payaient plus, mais en plus, même ceux qui pouvaient payer, comme le prix de l'immobilier était en train de s'effondrer. Du coup, ils étaient en faillite. Et du coup, ils préféraient carrément plus payer, parce qu'en fait, payer, à la limite, valait mieux que la maison soit saisie, qu'ils payent une maison qui n'aura plus de valeur. En fait, en gros, j'ai acheté ma maison 300 000, et comme il y a des maisons partout à vendre, machin, que ça s'effondre, alors on vend plus de 100 000, finalement, il me reste 200 000 à payer, je dis, prenez la maison, et je suis plus gagnant. Et donc, il paraît que même ceux qui pouvaient payer, payaient plus. Ils disaient, ça sert plus à rien de payer. Donc, c'est encore un effet un effet encore, double effet qui se roule, et il paraît que plus personne ne payait. Donc, du coup, tout s'est effondré complètement. Ah bah oui, et puis ça va très vite, parce que tous les effets procycliques que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui veulent avoir du crédit parce que les prix montent, il faut acheter tout de suite, ça s'inverse. Parce que les gens disent, attends, les prix se cassent la figure, on prendra un crédit l'année prochaine, on attend un peu. Donc du coup, il n'y a même plus d'acheteurs. Donc il n'y a plus d'acheteurs. Ceux qui peuvent payer, payent plus, et ceux qui ne peuvent pas payer non plus. Et les émetteurs de crédit, le secteur bancaire se dit, attention, nos prix de garantie tombent, donc on prête plus, c'est fini, il faut plus prêter aux gens. Si les prix se cassent la figure, nos garanties vont perdre de la valeur, on va faire faillite. Donc du coup, tout s'arrête. Du jour au lendemain, c'est ça, c'est vraiment ça la crise des subprimes. Donc c'est plus une opération c'est plus une conséquence des effets procycliques et de la cupidité des gens qui vendent du crédit. Des banques en plus. Voilà, qu'une affaire de conflit entre des épargnants, des créateurs de monnaie, un pays particulier et un autre pays qu'on va aller piller, quoi. Et puis aussi, est-ce que ce système bancaire, système financier, qui, on le sait, on a découvert aussi dans les subprimes, on en a parlé tout à l'heure justement, qui te remet des dettes dans les titres, puis qui se revend, puis on a inventé les CDS, donc cette espèce d'assurance sur les... espèce de garantie bancaire, mais en fait, qui est une espèce d'assurance. En fait, en gros, je fais un crédit, je me dis,
Oui, mais bon, lui, je sais pas s'il va payer, je prends une Oui, oui, assurance bah au oui, cas oui, où. oui. Mais ça veut dire qu'il faudra bien que quelqu'un paye. Bah, C'est ça que ça veut c'est dire. une incitation à ce que ça se casse la gueule, en fait. Oui, 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 oui. bah oui, parce qu'une Plus ça va tomber, plus tu vas plus gagner. ça sur tombe, ton- moi ouais. je m'en fous, je tombe, ouais, Ouais, ouais. bah, écoutez, c'est bon, à chaque fois que ça tombe, moi je Ouais. ramasse le jackpot, puisque de toute Ouais, façon ouais, on me ouais. paye mes assurances en gros. Ouais, ouais, Donc c'est ça. donc c'est misé sur la perte, un peu carrément. Ouais. C'est misé sur la perte, oui, oui, oui. Il y a un truc un peu équivalent sur les marchés boursiers qui s'appelle la vente à découvert ou short selling, qui permet de gagner quand ça tombe. Et en général, comme ça tombe beaucoup plus vite que quand ça monte, on gagne beaucoup plus à découvert, enfin en Ce qui s'était shortant. passé au fameux 11 septembre, le fameux délit d'initié qui avait été mis en lumière, c'était un peu ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais Oui, je crois oui, bien que c'est une vente à découvert. Un Ah peu. bah, Sur les forcément. compagnies aériennes, on avait. Forcément. Quelqu'un avait acheté plein d'actions des compagnies qui se sont effondrées le lendemain. Bah, Bon, évidemment. Et puis il y avait plein de traders qui étaient short, enfin qui attendaient que ça tombe. Bah oui. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'un événement de cette grandeur-là, il y a forcément un certain nombre de gens qui sont au courant. Donc si tu es au courant quelques jours avant, paf, paf, t'entends un truc, tu prends une position short, et puis quand ça se casse la gueule, tu revends au plus bas, et puis tu as gagné des fortunes. Ouais, Puis là, ça va très très vite, parce que là, c'est en quelques heures. Ok, alors, le vrai délit d'initié, quoi. Hein. Voilà. Bah, ouais, c'est ça. Bon, On va faire une pause, on est arrivé, fin de la première partie. La régie, elle est prête normalement, super. Et ben magnifique, on fait la pause et on revient juste après. À tout de suite sur Meta.tv.